aujourd'hui, dans Ticosé, nous avons le plaisir de recevoir une femme inspirante, engagée et visionnaire, Ghana Elin. Ancienne juriste devenue coiffeuse, elle a fondé les Ateliers Crépus, une marque pionnière qui révolutionne l'expérience des femmes aux cheveux crépus en salon de coiffure. À travers son parcours et sa passion, Ghana porte un projet fort, celui d'une inclusion capillaire au service de la beauté et du bien-être des cheveux crépus. Son concept est né d'un héritage familial puissant, inspiré par le jardin créole guadeloupéen et les gestes transmis par sa grand-mère. Ce lien avec les savoirs ancestraux se conjugue aujourd'hui à une démarche moderne, professionnelle et profondément respectueuse des textures naturelles. Avec les ateliers crépus, Ghana Elin veut transformer la manière dont les cheveux crépus sont perçus et traités, tout en valorisant la beauté des femmes afrodescendantes. Et elle va plus loin en formant des coiffeurs à la maîtrise des textures crépues. Elle construit un véritable réseau de professionnels engagés. Merci Ghana d'avoir accepté l'invitation d'Anticosé. Bonjour Kisa, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc ma première question, ce nom atelier crépus, c'est ça? C'est ça. Comment ça a été perçu? Parce qu'avant, de dire qu'on avait les cheveux crépus, même entre nous, c'était pas glamour. Alors, du coup, si je reprends vraiment les deux phases du nom Atelier Crépus, atelier, ça vient du fait qu'au départ, j'organisais des ateliers pour apprendre aux femmes à prendre soin de leurs cheveux crépus. Donc, j'ai gardé ce côté atelier et crépus parce que ça me semblait essentiel qu'on ait vraiment en tête le cheveu crépus et qu'on sache de quel type de cheveux on parle. Je me souviens notamment d'une fois quand j'étais enfant, j'étais tombée sur une bouteille de shampoing où c'était écrit pour cheveux crépus. Je me suis dit, waouh, enfin quelque chose qui est fait pour moi, c'est dingue, c'est incroyable. Et puis du coup, on a acheté cette bouteille de shampoing et c'était une catastrophe parce que la formule n'était pas du tout adaptée et mes cheveux étaient super secs, ça allait pas du tout. Et je me suis dit, j'ai bien aimé ce sentiment de me reconnaître à travers un produit, de ne pas voir bouclé, frisé, crépus, de voir vraiment crépus. Et ça me semblait important de mettre ce mot crépus dans le nom de ma marque. Alors, est-ce que c'est un nom que tu as testé auprès de ton entourage? Parce que bon, voilà, moi je suis guadeloupéenne et c'est vrai qu'en Guadeloupe, on disait avant cheveux crépus ou on disait belle chivée ou chivée grainée. Et aujourd'hui, tu as tout un tas de noms, cheveux texturés. Il y a même des 4, 5, enfin voilà. Explique-moi un peu tout ça. Pourquoi on dit cheveux texturés aujourd'hui? Pourquoi aussi on les nomme avec des chiffres, voilà. Aujourd'hui, on est complètement perdu parce qu'il y a beaucoup de termes qui existent, donc on s'en mêle un peu les pinceaux. Mais moi, je me souviens qu'en Guadeloupe, on a toujours parlé de cheveux crépus sans que ce soit un problème particulier. Voilà, t'as les cheveux crépus, t'as les cheveux bouclés, t'as les cheveux... On parlait pas trop de cheveux frisés, c'est ce qu'on disait. On parlait de cheveux crépus et de cheveux bouclés, mais voilà, il n'y avait pas forcément de caractère péjoratif quand on disait le mot crépus. Et en fait, c'est en arrivant ici. Et en fait, c'est en arrivant ici que j'ai compris que ce terme pouvait être péjoratif pour certaines personnes, pouvait être vu comme péjoratif. Et du coup, voilà, j'ai été vraiment confrontée à ce truc où les gens m'ont dit « Mais crépus, t'es sûre que tu veux dire crépus? C'est pas un peu... J'ai rencontré des professionnels qui m'ont dit « Mais nous, on sait plus quoi dire, on n'ose plus dire... on sait plus ce qu'il faut dire. Alors qu'en fait, c'est très simple finalement. Il faut appeler un chat un chat. Il y a beaucoup d'amalgames et du coup, finalement, on invisibilise les personnes aux cheveux crépus parce qu'on ne veut pas dire le mot crépus alors que ces personnes ont les cheveux crépus. C'est un peu comme certaines personnes te disent, vaut mieux dire black noir. Exactement. Parce que, voilà, black, c'est... Enfin, voilà, on ne comprend pas, en fait, pourquoi les gens ne veulent pas dire noir et veulent utiliser le mot black alors que, black, c'est le noir en anglais et crépus, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Crépus, frisé, bouclé. Voilà, c'est mieux de dire bouclé, c'est mieux de dire ondulé, mais crépus, pour tout le monde, c'était péjoratif. Mais est-ce que c'est le dictionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire crépus dans le dictionnaire? On a cherché. C'est intéressant ce que tu soulèves sur le fait de penser que c'est mal de dire crépus ou black. Je pense à Maxence Fermine
qui parlait d'édulcoration coupable. En fait, les gens se sentent coupables d'utiliser le mot crépus, de dire le mot noir, parce qu'ils pensent que ça revêt quelque chose de négatif, alors que non, il n'y a rien de mal à ça. C'est le mot, on dit le mot, et puis voilà. D'ailleurs, le mot crépus vient du latin crespos, qui veut dire frisé, donc ça veut juste dire très frisé. Particulièrement frisé, très frisé. Ouais. Et c'est un mot qu'on peut employer pour parler des végétaux, par exemple. Non, crépus, il n'y a rien de mal à dire le mot crépus. Et malheureusement, il y a quelques années, il y a une sorte de gourou d'Internet qui a un peu décrété que le mot crépus était mal. Ah ouais. Et qui a lancé cette vidéo qui a fait énormément de vues, qui a dit clairement dans la vidéo, le mot crépus, c'est une insulte. Ah, d'accord. Et c'est un peu de là qu'est parti ce truc où... les gens ont commencé à dire qu'il ne fallait pas le dire, alors qu'il n'y a rien qui justifie le fait de modifier la langue pour décrire un cheveu crépus, en fait. D'accord. Alors, donc, tu as majoritairement ta clientèle, enfin ta cible, ce sont les cheveux crépus. Pourtant, moi, j'ai essayé tes produits et je les ai trouvés fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est que pour les cheveux crépus ou c'est... Parce que, alors, peut-être que moi, j'ai un cheveu crépus et que je ne le sais pas. Et que, en tout cas, les produits ont été... voilà, je les ai trouvés super. Génial. Alors, pour m'expliquer un peu, aujourd'hui sur le marché, on trouve des produits à large spectre pour cheveux bouclés, frisés, crépus. Rien n'est vraiment adapté aux cheveux crépus. Donc, une personne aux cheveux bouclés va trouver que ces produits-là fonctionnent très bien. Une personne européenne avec un cheveu bouclé, ça ira très bien. Une personne avec des cheveux frisés trouvera que c'est OK. Et une personne qui a les cheveux crépus, ça ne va pas du tout fonctionner. Moi, je me suis vraiment focalisée sur le bien-être du cheveu crépus dans la formulation, c'est-à-dire que ce n'est pas une formulation sur catalogue, c'est vraiment de la formulation à base de on est parti de rien pour concevoir un produit pour cheveux crépus. Donc, plus le cheveu est crépus, mieux ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi sur un cheveu frisé. Et un cheveu bouclé, ondulé Sur un cheveu bouclé, je trouve que ce n'est pas forcément optimal. Sur un cheveu européen bouclé, c'est pas optimal. Pourquoi ? Parce que c'est trop riche ? C'est pas forcément trop riche, mais c'est juste que ce sont des cheveux qui sont tellement différents qu'on n'aurait jamais dû presque les associer en créant des produits. Donc ça veut dire que quand, pendant des années, les cheveux crépus ont utilisé des produits pour cheveux ondulés ou raides, c'est une catastrophe. Cheveux ondulés ou bouclés, oui, ça n'a aucun effet. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à collectionner des montagnes de produits, qu'on se les échange. Il y a même des groupes Facebook où les gens s'échangent les produits tellement c'est pas efficace, parce que ça n'a jamais été conçu pour nos cheveux en réalité. D'accord. Alors, est-ce que cette envie aussi t'est venue du fait qu'aujourd'hui, la femme aux cheveux crépus s'assume totalement et qu'elle ne veut plus passer 10 heures chez un coiffeur pour faire un défrisage, mettre des bigoudis et dénaturer complètement son cheveu parce que c'est une catastrophe. Surtout qu'il me semble, enfin, je ne suis pas une spécialiste, je pose des questions, que le cheveu crépus, c'est un cheveu très fragile. Tout à fait, c'est un cheveu qui est extrêmement fragile. Alors, ce qui a fait que ces femmes aux cheveux crépus, elles ont eu envie de passer le cap et de se dire maintenant, je veux porter mes cheveux crépus au naturel, c'est tout simplement le fait de se dire que c'est des produits qui sont extrêmement nocifs pour la santé, les produits défrisants. Donc, c'était aussi une rupture avec ces produits qui étaient nocifs, qui créaient des cancers, et passer à des choses beaucoup plus naturelles. Donc, ça impliquait de revenir au naturel. Il y a aussi toute la dimension culturelle où elles ont eu envie de reconnecter avec leur identité, avec leur culture. Avec voilà, elles, tout simplement, avec ce qu'elles sont naturellement. Exactement. Alors, j'ai rencontré des blogueuses qui, je ne citerai pas le nom, mais qui ont commencé, surtout l'une d'entre elles qui avait démarré son blog en 2010-2011, parce que c'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup de blogueuses. Et elle me disait qu'elle a compris que ses cheveux poussaient et qu'elle n'était plus obligée de mettre des tissages et faire des tresses à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire qu'elle a découvert qu'elle avait un cheveu, parce qu'elle avait un cheveu crépus, qu'elle avait un cheveu crépus et que son cheveu pousse à l'âge de 16 ans. Et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs monté ce blog qui est hyper connu maintenant et où elle divulgue où elle a commencé en fait par divulguer des conseils et tout pour
pour s'occuper des cheveux. Et aujourd'hui, elle fait plein de choses, elle est invitée partout. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment à cette période, dans les années 2000, que ça a commencé ici, hein, en Hexagone? Parce que, enfin, je veux dire, quand on est en Guadeloupe ou en Martinique, en fait, la majorité de la population a des cheveux comme ça. Et ça ne se pose pas tellement la question, parce qu'il y a des produits comme, par exemple, je parle de la famille Chef, qui fait une marque de produits à l'époque qui s'appelle Miss Antilles. Et c'est des huiles à base d'huile de carapate, des crèmes, enfin plutôt naturelles, après je ne sais pas, dans la composition. Et donc, je veux dire, dans les territoires, je veux dire, ultramarins, où il y a, on va dire, des afro-descendants, parce qu'il y a 11 territoires dans les Outre-mer, et je tiens toujours à rappeler que ce n'est pas une question de couleur d'être ultramarin. Il y a des territoires où il y a majoritairement des afro-descendants et d'autres non. Là, il y a quand même des marques qui existent, il y a quand même des produits qui existent, même si tout le monde ne va pas garder ses cheveux naturels, parce que le défrisage est très fréquent, même les perruques, hein, mais on va dire plus le défrisage que les perruques. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en Hexagone et dans les territoires, il y a vraiment, majoritairement, les femmes veulent rester avec des cheveux naturels? Alors, je dirais que oui, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Si on reprend un petit peu la chronologie et l'histoire, on voit que dans les années 70, les hommes et les femmes afro portaient beaucoup leurs cheveux crépus au naturel. Il y a eu vraiment cette vague de retour au naturel. Mais elles se coiffaient en plus, il y avait des coiffures, elles faisaient des bananes, les mecs faisaient l'afro, enfin... C'était super beau. Ouais. Mais c'était beaucoup associé à un mouvement politique. Ah. Donc, qui dit mouvement politique dit est amené à disparaître. Et en plus, il y avait énormément de répression à ce moment-là. D'accord. Donc, il y a un moment où porter le cheveu crépus était un peu dangereux à cause des révoltes qu'on a eues dans les Outre-mer. Voilà. Donc, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose, surtout dans ces années-là. Donc, c'est pour ça que, presque pour se protéger, à un moment donné, les gens se sont lissés pour pouvoir lisser les cheveux pour pouvoir rentrer dans les cases et correspondre aux critères de la société. Donc, on a eu dans les années 80-90 ces femmes qui se sont défrisées les cheveux, qui les ont lissés, des techniques de perruque et de défrisage qui sont devenues de plus en plus sophistiquées. Et après, voilà, elles ont été en rupture avec ça en se rendant compte que... Mais il y avait toute une génération de femmes qui n'avaient plus de cheveux quasiment parce que les défrisages leur avaient brûlé les cheveux. Ça avait été hyper nocif. Et donc, c'est là qu'elles ont décidé de passer au naturel. Aux Antilles, ça se fait encore de se défriser les cheveux, mais beaucoup moins. Les femmes portent leurs cheveux au naturel. Il y a tout un travail du cheveu crépus, de la vanille, de la lox qui s'est développé sur les territoires, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Je sais un peu moins pour les autres. En Guyane aussi, énormément, le travail de la lox. Et après, en métropole... En hexagone. En hexagone, pardon. Et en hexagone, je dirais que c'est mitigé. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a celles qui portent les cheveux crépus qui sont visibles et celles qui sont invisibles. La plupart ne se défrisent plus les cheveux. Le marché du défrisage s'est cassé la figure. Il n'y a plus de vente parce qu'elles sont conscientes de ça. Mais soit elles les portent au naturel, soit elles portent des perruques. Donc, ça veut dire qu'elles gardent leurs cheveux naturels. Exactement. Elles font des tresses elles en prennent soin. Collées, et elles mettent la perruque par-dessus. Par-dessus. D'accord. Donc, en fait, c'est comme un accessoire, comme un chapeau. Et elles l'enlèvent, elles changent, voilà. C'est ça. D'accord. Mais elles aiment leurs cheveux. C'est différent de leur mère qui ne prenait pas forcément soin du cheveu qui était en dessous. Il n'y avait pas forcément d'intérêt porté aux cheveux en dessous, alors que maintenant, c'est important d'avoir de beaux cheveux, même si on met une perruque derrière, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît. Oui, pour toutes les raisons qu'on connaît. Des fois, le travail, voilà. Si tu fais partie d'un conseil d'administration et que tu arrives peut-être avec des tresses collées ou des tresses, on te dit que c'est pas professionnel, ou alors est-ce que tu es une artiste? Quand tu es une artiste, c'est plus facile. Tu fais ce que tu veux, perruque, pas perruque, cheveux, tresses, locks, etc. Exactement. Maintenant, dans certaines professions, il y en a qui se disent, bon, allez, c'est déjà compliqué, j'ai pas envie de me battre, et voilà. Donc, je prends soin de mes cheveux, mais par-dessus, je mets une perruque comme si je mettrais un chapeau ou une casquette. Exactement. C'est un peu ça. C'est ça. Donc, aussi, alors, tu prônes beaucoup l'inclusion. Hein, je vois sur LinkedIn, tu parles de l'inclusion et que l'idéal pour toi, ça serait qu'une femme noire aux cheveux crépus puisse rentrer dans n'importe quel salon de coiffure. Tout à fait. Et aller se coiffer et se dire, j'habite tel quartier, il faut que j'aille dans tel quartier. Pourquoi pas dans mon quartier, dans le salon où tout le monde va, je peux aller aussi me coiffer. Donc, tu formes. Exactement. Ça me paraît vraiment essentiel. Tout part de là, tout part vraiment de la formation des professionnels.
On a tendance à aller chercher des solutions alternatives sur les réseaux sociaux, auprès de personnes qui ne sont pas forcément diplômées, alors que le professionnel du cheveu, c'est le coiffeur. Donc c'est le coiffeur qui est censé détenir ce savoir-faire, peu importe la texture de cheveux, et qui est censé après pouvoir le transmettre à ses clientes pour qu'elles soient autonomes à la maison pour se coiffer et pour qu'elles puissent aussi venir régulièrement chez le coiffeur et passer un bon moment comme on le fait aux Antilles, où on va tous les mois chez le coiffeur et c'est super, quoi. On devrait pouvoir faire ça ici aussi à n'importe quel coin de rue. D'accord. Et enfin, comment tu as réussi à former les coiffeurs de l'Opéra de Paris? Puisque j'ai vu, Oui. je me suis renseignée que tu avais formé les coiffeurs de l'Opéra de Paris. Comment c'est arrivé ça? C'est incroyable quand même. Eh ben, c'est assez fou parce que comment c'est arrivé? C'est arrivé suite à une campagne que j'avais lancée l'année dernière qui était un peu choc, qui s'appelait On a tous un ami noir qui galère à trouver un coiffeur. D'accord. Et c'est venu du fait que je me suis rendu compte que la plupart des personnes non concernées n'avaient absolument pas conscience que les personnes aux cheveux crépus ne pouvaient pas aller chez le coiffeur. Et quand je leur parlais de ça, ils me disaient mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est dingue. Et je me suis dit d'accord, il faut que je communique auprès des personnes qui ont les cheveux crépus, auprès des professionnels, mais aussi auprès du grand public pour qu'il ait conscience de ça. Et c'est de là, du coup, de bouche à oreille, de fil en aiguille, grâce aux formations que j'ai données et à cette opération, j'ai été repérée d'abord par la Comédie Française, avec qui j'ai eu un entretien pour voir ce que je valais, ce que je pouvais apporter ouais. comme savoir-faire. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Du coup, l'année d'après, ils ont encore fait appel à moi. Et puis dans la foulée, l'opéra en a entendu parler. Ils m'ont recommandé. Et du coup, j'ai pu former les coiffeurs de l'opéra l'an dernier et cette année aussi. Et tu vas plus loin parce que tu signes avec une marque haut de gamme en Guadeloupe et tu vas former les coiffeurs parce que tu dis, moi je voudrais qu'on puisse proposer un service de qualité haut de gamme aux femmes qui ont des cheveux crépus, que le cheveu crépus, c'est pas simplement chez un coiffeur dans la petite ruelle, et qu'il faut qu'elle puisse aussi être reçue chez des coiffeurs haut de gamme. Et donc, tu vas former les coiffeurs aussi pour des salons haut de gamme. Tout à fait. J'ai été repérée du coup par monsieur Vanouka qui a repris le salon de Sange de Guadeloupe et qui en arrivant s'est rendu compte que la clientèle n'avait pas les cheveux crépus pour la plupart, c'était seulement de la clientèle qui avait des cheveux lisses et qui se disait mais c'est quand même fou, on est en Guadeloupe et en fait il n'y a pas de service qui est proposé à cette clientèle-là et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et en fait il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de gamme adaptée au salon pour accueillir les clientes aux cheveux crépus. Les coiffeurs étaient formés, mais avaient peut-être besoin de 2-3 astuces en plus pour coiffer le cheveu crépus. Donc, je suis venue effectivement former une équipe du salon. Et aujourd'hui, il a réussi à rupture de stock, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Les produits ont plu, les produits plaisent. Donc, c'est vrai que c'est super de voir que vraiment les gens adhèrent aux produits, se rendent compte que c'est possible d'avoir des produits qui fonctionnent. Donc, oui, c'est vrai que... Alors, tes produits sont fabriqués en France hexagonale. Tu dis sur une méthode avec des produits naturels, avec des conseils que tu avais eus de ta grand-mère. C'est quoi le processus? Alors, le processus, c'est déjà que j'ai eu la chance de grandir à Déhay, du coup dans une commune de la Guadeloupe, donc vraiment entourée de la forêt, en pleine campagne. Et du coup, j'ai vraiment grandi, baignée autour des plantes du jardin créole, etc., enfin de tout ça. Et en fait, pour moi, ça paraissait une évidence que pour prendre soin des cheveux crépus, je devais reprendre ces astuces montrées par ma grand-mère avec l'hibiscus, avec le beurre de cacao, pour prendre soin de mes cheveux. Et il se trouve que mes cheveux ont adoré. Et j'ai fait tester ça à des gens un peu par hasard. Et de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de demandes. C'est là qu'elles m'ont dit, mais voilà, lance ta marque parce que j'adore, ça marche super bien. Et donc, tu abandonnes ton métier de juriste, parce qu'à la base, tu es juriste. Exactement. Ça me fait penser aussi à Aline Tacite, qui a était été, juriste, je crois, à la base aussi. Exactement, et qui, pour elle, ça devient un combat, puisque elle-même, elle constate que, voilà, elle n'accepte pas son cheveu. Donc, il y a tout un processus qui se fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle crée le salon Boucle d'Ébène, parce qu'elle fait partie c'est la pionnière de la création de tous ces gros salons B2B où on invite les femmes à avoir accès à des produits, à faire des conférences, etc. Et donc, comment ta famille, comment tes parents prennent ça, le fait que tu dis non, en fait, du coup, je vais faire coiffeuse?
Exactement. Alors effectivement, c'est un peu sur la même lignée que Aline Tacite qui m'a beaucoup inspirée, hein. C'est D'accord. vraiment une des premières coiffeuses que j'ai vues en conférence qui Ah, parlait de bien. ce cheveu crépus et qui m'a inspirée à me lancer. Et aujourd'hui, elle est coiffeuse partenaire et elle distribue des produits. Donc D'accord. vraiment super. Et du coup, comment j'en suis venue là? Donc, J'ai je veux fait du dire, en droit fait, ma parce question, que... c'était comment tes parents ont perçu que que tu passes de juriste à coiffeuse, enfin... Mhm. Alors, j'ai fait du droit parce que je voulais faire de la politique. Ah, J'ai c'est vraiment pas... voulu Tu peux toujours... encore faire de la politique, hein. Oui, oui. Peut-être que je pourrais. Mais du coup, je me suis lancée là-dedans parce que je voulais en faire. Et en fait, en me lançant dedans, j'avais l'impression, du coup, pendant mes études, j'avais l'impression que les choses ne bougeaient pas beaucoup. Et en fait, en rencontrant l'entrepreneuriat, j'ai eu l'impression de pouvoir faire bouger les choses du jour au lendemain, juste en initiant des choses, en formant une personne. Je me disais, bah là, j'ai formé un coiffeur, puis 10, puis 20, etc. Donc, tu t'es dit, ça, c'est mieux que Donc, la politique. je me suis dit, ça va plus vite. Ça va Je me plus suis vite. dit, La ça va plus politique, vite. tu proposes, c'est pas sûr que c'est accepté, tandis que là, Exactement. tu es dans l'action. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Et j'ai eu la chance de vivre dans une famille où que tu sois coiffeuse ou juge, enfin, ça n'a aucun... Peu Il n'y a pas importe, en d'importance. fait. Non, l'important, c'est d'être épanouie. Ma mère m'a beaucoup encouragée. Elle m'a financé mes études de coiffure. Elle était super contente. Non, vraiment, j'ai pas eu de Et là, soucis. ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que l'entreprise existe. Ah, c'est jeune. Oh, Et oui, c'est tout frais. comment se porte cette entreprise? Comment tu évolues? Eh ben, elle va bien, on se développe de plus en plus. Je fais du B2B, donc c'est vrai que c'est challengeant, hein. J'ai choisi le plus difficile, hein. Je forme des coiffeurs, former cheveux européens sur du cheveu crépus, je leur fais découvrir quelque chose, donc c'est très disruptif. Donc ça prend du temps. En plus, c'est du B2B, donc voilà, c'est d'autres contraintes, mais c'est passionnant. C'est du temps long, mais c'est passionnant et ça va, j'avance bien. Et tes produits, c'est-à-dire qu'ils sont vendus comment? Que dans les salons de coiffure? Ou alors, enfin, on peut les trouver sur un site? Comment ça se passe? Tout à fait. J'ai fait ce choix d'une distribution maîtrisée. C'est super important pour moi parce que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de marque professionnelle qui soit vraiment adaptée aux cheveux crépus. Je voulais des produits qui soient vendus avec du conseil d'un professionnel. Donc tous les produits sont vendus en priorité chez le coiffeur et aussi à travers notre site internet à nous, mais on ne trouvera pas les produits en supermarché. L'idée, c'est vraiment d'avoir des produits qui aient une qualité professionnelle, parce qu'on a quand même une qualité de produit, c'est de la formulation haut de gamme. Donc, ces produits, on leur place auprès des professionnels et auprès des personnes qui se rendent chez les professionnels pour se coiffer. Alors, comment tu t'es débrouillée? Tu as trouvé des investisseurs? C'est un investissement familial? Parce que bon, il faut des fonds Bien quand sûr. même. Comment ça s'est passé? Alors, Au niveau entrepreneuriat, parce que là, c'est un parcours d'entrepreneur, hein. bien sûr. Alors, pour commencer, donc j'ai commencé les ateliers crépus en faisant des ateliers. Donc, c'est d'abord l'argent de ces ateliers qui m'a permis de me lancer, de me faire connaître un peu petit à petit. Mes parents, ma mère qui m'a aidée. Tu les faisais ici en Hexagone? Je les faisais. Oui, c'était tout fait à Lyon. Avant, j'habitais à Lyon. À Lyon, d'accord. Oui, exactement. Ensuite, j'ai été accompagnée par un incubateur à Lyon qui m'a permis du coup d'avoir un financement. Et donc, c'est là que c'est tout s'est Pourquoi débloqué. Lyon? Parce que tu étais étudiante à Lyon? Parce que quand je suis arrivée du coup en Hexagone à 9 ans et ma mère habitait à Lyon. D'accord, donc voilà. J'étais à Lyon, quoi. Et puis, j'ai fait mes études là-bas. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un prêt bancaire aussi, j'ai pris un prêt étudiant à l'époque, pas pour financer mes études du coup, mais pour lancer, pour lancer mon entreprise. Et puis voilà, ensuite j'ai pu débloquer un prêt bancaire, créer ma société et puis voilà, c'était parti. Et là, aujourd'hui, tu es installée à Lyon ou à Paris? Je suis à Paris. Tu es à Paris, Oui. d'accord. Tes bureaux sont à Paris. Exactement, c'est ça. Voilà. Je suis montée à Paris du coup pour développer la marque parce que j'ai bien compris en fait, ça me permettait d'avoir des opportunités plus grandes. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'opportunité de former l'opéra ou la comédie si j'étais restée à Lyon. Donc, Et ta communication, elle se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, majoritairement sur les réseaux sociaux? Oui, énormément sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, énormément. LinkedIn pour le B2B, c'est là que je suis. C'est là que j'ai pu trouver mes gros partenaires. Là, je rentre chez un distributeur qui a un portefeuille de 12 000 salons de coiffure et qui a 32 boutiques dans toute la France. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, au LinkedIn, que j'ai pu rencontrer ce distributeur. Donc lui, c'est LinkedIn, quoi. Il a vu un petit peu ta communication, C'est ça. il t'a contacté? Exactement. Parce que si tu devais conseiller, voilà. Oui, en fait, clairement.
J'ai été justement sur le terrain avec ma petite valise, rencontrer les coiffeurs, dire bonjour, est-ce que ça vous intéresse les cheveux crépus, etc. Est-ce que vous voulez tester? J'allais dans le salon, je faisais des petites démos d'une ou deux heures. Ensuite, le coiffeur me rappelait en me disant bon, bah, c'est vraiment pas mal, on a été content, est-ce que tu peux revenir? Donc ça, c'est la partie terrain pur. Donc Et toi-même? Ah oui, moi-même directement. Et D'accord. ensuite, il y a toute une partie de communication où il faut à un moment donné se poser devant son ordinateur et commencer à faire de la communication. Et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé pour ça. Donc j'ai commencé à écrire. Moi, j'adore écrire. Donc le plus simple pour moi, c'était plus simple d'écrire sur LinkedIn que de faire des vidéos sur Instagram. Donc je me suis posée, j'ai écrit et puis... Donc je me suis posée, j'ai écrit et c'est là que j'ai décidé de me lancer sur LinkedIn. Et après Instagram avec les vidéos. Et aujourd'hui, est-ce que tu as quelqu'un qui fait le terrain ou c'est encore toi qui fais le terrain ou alors est-ce que tu as embauché comment tu te développes? Alors aujourd'hui, je suis encore toute seule. J'ai une personne qui m'aide pour la partie opération, mais je fais encore tout toute seule pour l'instant, en travaillant avec des freelances. Mais voilà, pour l'instant, je suis toute seule. Pour l'instant, tu es toute seule. Et tu es assez contente du développement de l'entreprise? Oui, je suis contente de l'allure à laquelle ça va parce que ça me permet de faire les choses bien, de prendre le temps, d'être à l'écoute de mon client. Et c'est vrai que c'est la chance qu'on a quand on fait du B2B. C'est du temps long, mais c'est passionnant. Ça permet d'ancrer les choses et de mettre en place des partenariats pérennes qui peuvent durer 20, 30 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu formes, toi, tu vas faire le porte-à-porte, enfin le terrain, contacter des salons de coiffure. Et aussi, tu développes ta marque sur LinkedIn. Et c'est beaucoup quand même. Alors, le porte-à-porte, ça marchait il y a 2 ans. Aujourd'hui, le monde a complètement changé et toute la prospection se fait quasiment sur les réseaux sociaux. Et sur la partie formation, j'ai la chance d'avoir des formatrices avec lesquelles je travaille, que j'ai formées et qui se déplacent dans toute la France pour former pour les ateliers crépus. D'accord. Et tu disais aussi que tu étais maintenant partenaire avec les boucles d'ébène? Ah oui, c'est ça, ouais. Boucle d'ébène parce Studio, qu'elle aussi, elle forme. Elle fait de la formation aussi. Elle fait de la formation aussi. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des ateliers pour les enfants? Parce que enfin, je veux dire, il y a toujours eu des ateliers pour très tôt donner le peigne, comme on dit chez nous, le peigne à l'enfant à l'âge très tôt pour qu'il puisse aimer ses cheveux, apprendre à les aborder. Est-ce que ces ateliers existent? Alors, parce que je me souviens qu'à l'époque, ça existe. Enfin, les sœurs Tacite faisaient ça. Oui, et je trouve que c'est vraiment essentiel. Ça permet vraiment de communiquer sur ce qu'on propose en salon de coiffure. Et oui, c'est important aussi, effectivement, que les enfants soient sensibilisés. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire il faut envoyer les enfants dès jeunes chez le coiffeur pour avoir cette habitude de prendre ce pli, de prendre soin de soi, de se faire coiffer, de se faire chouchouter par quelqu'un d'autre que la maman. Même si c'est un lien intéressant, c'est cool de pouvoir le faire, c'est cool de le faire soi-même. Mais c'est aussi bien de prendre ce pli, de se faire chouchouter chez le coiffeur. Moi, je penserais plus que c'est important pour la maman de faire ça parce que c'est important que l'enfant voit que sa maman l'aime, aime ses cheveux. Parce que moi, je dis que c'est d'abord nous qui devons nous aimer entre nous avant de penser que l'autre nous aime pas ou nous accepte pas comme ça. Parce que souvent, il y a des plaintes et des complètes en disant oui, ils aiment pas, enfin, ils, entre guillemets, n'aiment pas nos cheveux, n'aiment pas notre couleur, n'aiment pas si. Mais peut-être que dans un premier temps, c'est nous qui devons nous aimer avant de commencer à demander à l'autre de nous aimer. Donc, pour toutes ces petites filles qui ont des cheveux crépus, bouclés, parce que moi, j'ai eu à aller dans des salons, justement, B2C, et il y avait des mamans qui arrivaient en disant « Ah, elle a les cheveux comme ça », et qui critiquaient le cheveu de l'enfant devant l'enfant. Voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ça, c'est vraiment cata. C'est quand même assez fou de se dire, c'est ce que je dis souvent, qu'on est quasiment la seule population qui trouve ça logique de porter les cheveux des autres, de porter des cheveux qui n'ont rien à voir avec ce qui pousse sur notre tête. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire à ce niveau-là. Il faut que nous-mêmes, on arrête de penser que c'est logique et que c'est normal. Voilà. Ce n'est pas logique. C'est pas normal. Et je me souviens que quand j'étais enfant, ma mère me disait tout le temps « Mais t'es belle avec tes cheveux crépus. Oh là là, mais t'es belle avec tes cheveux crépus. » Je disais « Mais je sais qu'ils sont beaux. Pourquoi est-ce qu'elle me répète tout le temps que mes cheveux sont beaux ?» Elle voulait s'assurer que tu aies bien compris ça. Et en fait, c'est quand on coiffe, qu'on devient coiffeuse, qu'on se rend compte que le rapport de beaucoup de personnes à leurs cheveux est encore difficile. Et qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore à l'aise avec leurs cheveux et qui attendent justement d'être accompagnés. Donc nous, on est là pour ça. En tout cas, merci Ghana d'être venue nous parler de ta marque, de ton projet.
qui est passionnant et puis plein de belles choses à toi. Eh ben, merci beaucoup, Keza, c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi Ticosé et je vous retrouve très bientôt pour une autre conversation avec quelqu'un de tout aussi passionnant. Au revoir.